Au dîner de famille, ma belle-sœur a plaisanté, dommage que ton bébé ne ressemble en rien à ton mari. Mon mari a ri, peut-être qu'elle a un secret, tout le monde s'est joint au rire. J'ai juste souri, me suis levé, et je lui ai tendu une enveloppe. Puisque nous partageons des secrets, ouvre ça. Les rires ont cessé. Son visage est devenu blanc. Dommage que ton bébé ne ressemble pas du tout à ton mari. Les mots de Marguerite ont fendu l'air tiède du soir comme une lame fend la soie. La salle à manger, quelques instants auparavant remplie du doux bavardage d'un dîner de famille, est soudainement devenue glaciale. Chaque conversation s'est arrêtée, chaque fourchette s'est figée en l'air, même l'horloge grand-père dans le couloir semblait retenir son souffle. J'avais passé 7 jours à préparer ce dîner. 7 jours à frotter, cuisiner, arranger et réarranger chaque détail à la perfection. Le rôti de bœuf avait mijoté pendant 8 heures, assaisonné d'herbes de mon propre jardin. Notre plus belle vaisselle, le service en cristal de Waterford que nous avions reçu en cadeau de mariage, scintillait sous le lustre. J'avais même conduit jusqu'à 3 fleuristes différents pour trouver la composition automnale parfaite pour le centre de table. Pourquoi ? Parce qu'après 3 ans de mariage, j'essayais encore désespérément de prouver que j'étais digne d'être la femme d'Antoine aux yeux de sa famille. J'essayais encore de leur montrer que je n'étais pas juste une fille avec laquelle leur enfant prodige s'était casé, mais quelqu'un qui pouvait rehausser le nom de leur famille. L'ironie ne m'échappait pas, maintenant que j'étais assise là, les mots cruels de Marguerite résonnant dans mes oreilles. Elle était assise en face de moi, ses doigts parfaitement manucurés serrés autour de son verre de vin, ce sourire narquois jouant sur ses lèvres comme si elle venait de lancer la chute de la blague la plus drôle du monde. Marguerite avait toujours été jalouse de moi, je le savais. La sœur cadette d'Antoine avait été la princesse de la famille jusqu'à mon arrivée, et elle ne m'avait jamais vraiment pardonné de lui avoir volé ne serait-ce qu'une fraction des feux de la rampe. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas juste de la compétition entre sœurs. C'était une cruauté calculée, conçue pour m'humilier devant toutes les personnes qui comptaient. Je me suis tourné vers Antoine, mon cœur martelant ma poitrine, attendant un non, exigeant qu'il me défende, qu'il nous défende, qu'il se lève et dise à sa sœur que son commentaire était totalement inapproprié et blessant, que Georges était magnifique et parfait et absolument, indéniablement son fils. Au lieu de cela, mon mari, l'homme qui avait promis de m'honorer et de me protéger, a laissé échapper ce rire nerveux, ce ricanement faible et affreux qu'il faisait toujours quand il voulait s'intégrer à sa famille au lieu de défendre ce qui était juste. Peut-être qu'Olivia a un secret, a-t-il dit, et j'ai senti quelque chose en moi se briser, comme du cristal sur du béton. La trahison fut instantanée et totale, non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de ce qu'il n'a pas dit. Il ne m'a pas défendu, il n'a pas défendu notre fils. Il m'a jeté en pâture au loup pour obtenir quelques rires faciles de gens qui ne m'accepteraient jamais vraiment de toute façon. Le rire qui a suivi était comme de l'acide dans mes veines. Sa mère, Patricia, qui avait insisté pour que je l'appelle « maman », mais le disait toujours avec une légère hésitation, a même ricané derrière sa serviette. Son père, Robert, d'habitude si sévère et si propre, ricanait dans son whisky. Même sa cousine Rebecca, que je pensais m'aimer bien, a couvert sa bouche de sa main, ses yeux pétillants de cette joie malveillante qui naît de la chute d'autrui. Mais ce fut la réaction de Marie qui me blessa presque autant que la trahison d'Antoine. Notre femme de ménage, qui était avec nous depuis la naissance de Georges, qui m'avait vu pleurer d'épuisement pendant ses premiers mois sans sommeil, qui savait à quel point j'aimais mon fils, même elle s'est figée dans l'embrasure de la porte avec les assiettes de dessert, ses yeux bienveillants écarquillés de choc et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la pitié. J'entendais la douce respiration de Georges à travers le babyphone posé sur la table d'appoint. Mon beau-fils innocent de 10 mois dormait paisiblement à l'étage, tandis que les adultes auxquels il devrait pouvoir faire confiance détruisaient la réputation de sa mère en bas. Il n'avait aucune idée que sa légitimité était remise en question, que son existence même était traitée comme une simple boutade. Le pire, la partie qui me tordait l'estomac d'un mélange de rage et de chagrin, c'est que ce n'était pas la première fois qu'Antoine remettait en question la paternité de Georges. Dès l'instant où notre fils avait été placé dans mes bras à l'hôpital, Antoine avait planté des graines de doute, comme un fermier préparant une récolte toxique. Son nez est trop pointu pour notre famille, avait-il chuchoté un soir, pensant que je dormais, étudiant le visage de notre nouveau-né comme s'il cherchait des preuves de mon infidélité. Es-tu sûr du timing, m'avait-il demandé le mois dernier, prétendant que c'était une conversation occasionnelle alors que nous regardions Georges jouer avec ses blocs. Mais j'avais saisi le calcul dans son regard, la façon dont il comptait mentalement à rebours à partir de la date de naissance de Georges. Je l'avais vu fixer notre fils pendant le bain, pendant les repas,
pendant ces précieux moments de calme où Georges gazouillait et tendait les bras vers le visage de son père. Au lieu de l'amour et de l'émerveillement dans l'expression d'Antoine, j'avais vu de la confusion, de la suspicion et quelque chose qui ressemblait étrangement à de la déception. Chaque incident avait été assez petit pour être ignoré, assez privé pour prétendre qu'il n'avait pas eu lieu. Je me disais qu'il s'adaptait juste à la paternité, que les nouveaux papas se sentaient parfois déconnectés de leur bébé. Je lui avais cherché des excuses, comme le font les épouses lorsqu'elles ne sont pas prêtes à affronter la vérité sur leur mariage. Mais ce dîner, cette humiliation publique devant des gens dont j'avais désespérément cherché l'approbation pendant des années, était la limite qu'ils ne pouvaient pas prétendre n'avoir pas franchie. J'ai regardé autour de la table, observant chaque visage. Patricia souriait toujours de ce sourire froid et satisfait qu'elle affichait lorsqu'elle se sentait supérieure à quelqu'un. Robert tendait la main vers la bouteille de vin, parfaitement à l'aise avec ce qui venait de se passer. Rebecca chuchotait quelque chose d'urgent à son mari, qui se contentait de secouer la tête et de se concentrer intensément sur son assiette. Et Antoine, mon mari, mon partenaire, le père de mon enfant, évitait complètement mon regard, soudain fasciné par le motif de son assiette. Le silence s'était tiré entre nous comme un gouffre. Ils attendaient tous ma réaction, s'attendant probablement à des larmes ou des protestations, ou peut-être même à une sortie dramatique. Ils voulaient une scène, ils voulaient que je craque pour qu'ils puissent se réconforter mutuellement à propos du pauvre Antoine, marié à une femme si instable. Au lieu de cela, quelque chose s'est cristallisé en moi, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois, peut-être des années. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Je n'allais pas mendier leur approbation ni me défendre contre des accusations que toute personne décente saurait sans fondement. J'allais faire quelque chose de mieux. Je me suis levé lentement, mes mouvements délibérés et contrôlés. Ma chaise a raclé doucement le parquet, un son qui a semblé anormalement fort dans le silence soudain. Tous les yeux dans la pièce m'ont suivi alors que je lissais ma robe et me dirigeais vers la chambre avec le calme qui vient du fait de savoir enfin exactement ce qu'il fallait faire. Derrière moi, j'entendais des murmures confus reprendre, se demandant probablement si j'allais faire ma valise, appeler ma mère, ou m'enfermer dans la salle de bain pour pleurer. Ils n'avaient aucune idée que je marchais vers quelque chose qui allait changer toutes nos vies pour toujours. Dans ma boîte à bijoux, sous les perles qu'Antoine m'avait offertes pour notre anniversaire, se trouvait une simple enveloppe blanche. Je portais ce secret depuis des mois, attendant le bon moment pour le révéler. Ce soir, entouré de gens qui pensaient en savoir plus que moi sur ma propre vie et mon propre enfant, était exactement le bon moment. Quand je reviendrai dans cette salle à manger, l'enveloppe à la main, je leur montrerai à tous ce qui arrive quand on sous-estime une femme qui en a finalement eu assez. Mes doigts ont tracé le bord de l'enveloppe alors que je la sortais de sous mon collier de perles. Le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, lesté de 3 mois de secret et du pouvoir d'anéantir tout ce qu'Antoine et sa famille pensaient savoir de moi. C'était un mardi matin de juillet que j'avais finalement atteint mon point de rupture. Georges faisait la sieste et j'avais trouvé Antoine dans la cuisine, parcourant son téléphone avec cette expression lointaine qu'il avait de plus en plus souvent ces derniers temps. Lorsque j'avais suggéré que nous prenions une photo de famille pour le livre de bébé de Georges, il avait même reculé. Peut-être quand il sera plus grand, avait-il murmuré, sans même lever les yeux de son écran, quand ses traits seront plus définis, comme si notre fils était une esquisse incomplète plutôt qu'un enfant parfait et magnifique qui méritait l'amour inconditionnel de son père. Cet après-midi-là, après qu'Antoine soit parti au travail, je me suis assise sur le sol de notre chambre avec mon ordinateur portable, cherchant des laboratoires d'analyse ADN. Pas les kits à domicile que tout le monde annonçait à la télévision, cela me semblait trop désinvolte, trop peu fiable pour quelque chose d'aussi important. J'avais besoin de précision clinique, de documentation professionnelle, de preuves irréfutables. Le trajet jusqu'au laboratoire Alpha Génome a pris exactement 43 minutes. Je les avais choisis spécifiquement parce qu'ils étaient assez éloignés de notre quartier pour que je ne risque pas de croiser quelqu'un que nous connaissions. Le bâtiment était stérile et anonyme, niché entre un cabinet dentaire et un service de préparation de déclaration de revenus dans une zone commerciale banale qui aurait pu se trouver n'importe où en France. Le docteur Dupont avait des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique, mais son expression devint sérieuse lorsque j'expliquai ce dont j'avais besoin. Elle avait probablement la cinquantaine, des tempes grisonnantes et l'attitude patiente de quelqu'un qui avait entendu tous les secrets de famille imaginables. « Êtes-vous sûr de cela ?» avait-elle demandé, sa voix douce mais ferme. Ces tests peuvent avoir des conséquences au-delà des simples réponses. Parfois, la vérité crée plus de problèmes que l'incertitude. J'avais réfléchi à son avertissement pendant exactement 3 secondes avant de hocher la tête. J'ai besoin de savoir.
La collecte des échantillons avait semblé surréaliste, comme si je rassemblais des preuves pour un crime que je n'avais pas commis. Les cheveux de Georges venaient de sa petite brosse, des mèches dorées si fines qu'elles s'envolaient presque quand je respirais trop près. Je les avais soigneusement enveloppées dans un mouchoir propre, mes mains tremblant légèrement alors que je les scellais dans le récipient fourni. La brosse à dents d'Antoine avait été plus facile à obtenir, mais plus difficile à supporter. Debout dans notre salle de bain à 5 heures du matin, grattant soigneusement les soies dans un sac en plastique, je m'étais sentie comme une étrangère dans ma propre maison. C'était ce que mon mariage était devenu, des opérations secrètes et des enquêtes clandestines au lieu de la confiance et de la communication. La salle d'attente du laboratoire était presque vide ce matin-là, juste moi et un vieil homme qui ne cessait de regarder sa montre nerveusement. J'avais rempli les formulaires d'une main ferme, fournissant mes coordonnées et choisissant un traitement accéléré. 2 semaines semblaient une éternité, mais le traitement standard prenait 1 mois, et je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Ces 14 jours avaient été les plus longs de ma vie. Chaque matin, je me réveillais en me demandant si ce serait le jour où les résultats arriveraient. Chaque soir, je vérifiais notre boîte aux lettres, mon cœur battant, espérant et redoutant simultanément le logo familier du laboratoire Alpha Génome. Pendant ce temps, le comportement d'Antoine s'était d'une certaine manière aggravé. Il avait commencé à travailler plus tard plus souvent, invoquant de nouveaux projets et des clients exigeants. Quand il était à la maison, il interagissait avec Georges comme s'il manipulait une propriété empruntée, prudent, distant, temporaire. Pendant le bain, au lieu des voix amusantes et des éclaboussures ludiques qui remplissaient auparavant notre salle de bain, il n'y avait qu'une efficacité mécanique. Le point de rupture était survenu lors d'un barbecue familial chez son frère. Le neveu d'Antoine, Louis, avait couru pour montrer à Georges un camion jouet, et tout le monde avait commencé à commenter à quel point les 2 garçons se ressemblaient aux des bavardages familiaux normaux, le genre de comparaison qui a lieu à chaque rassemblement. Mais j'avais saisi l'expression d'Antoine, un éclair de quelque chose de laid et de suspect, comme s'il analysait des preuves génétiques au lieu de regarder des enfants jouer. Plus tard, lorsque sa belle-sœur avait mentionné à quel point Georges ressemblait à Antoine à cet âge, il avait réellement dit « Vous croyez ? Je ne suis pas sûr de le voir. » Je m'étais excusé pour aller aux toilettes et j'avais pleuré pendant 10 minutes, serrant le lavabo si fort que mes phalanges sont devenues blanches. L'enveloppe était arrivée un jeudi, mélangée avec les factures de services publics et les prospectus de supermarchés, comme si c'était juste un autre courrier de routine. Mes mains avaient tremblé quand je l'avais déchiré, balayant le jargon technique pour trouver la conclusion qui déterminerait le reste de ma vie, probabilité de paternité, 99,99%. Le soulagement avait été si accablant que je m'étais assise lourdement sur le sol de notre cuisine. Les papiers éparpillés autour de moi comme des feuilles mortes. Tous ces mois de doutes chuchotés, tous ces regards interrogateurs, tous ces moments où je m'étais demandé si je devenais folle justifiés par un fait scientifique froid. Mais le soulagement s'était rapidement transformé en autre chose, de la fureur, une rage blanche, brûlante et dévorante contre mon mari pour m'avoir fait traverser cet enfer, pour m'avoir fait douter de moi-même, pour avoir traité notre fils comme un point d'interrogation au lieu d'une bénédiction. J'avais regardé ces résultats pendant 3 heures, pleurant des larmes qui sont passées du soulagement à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait au chagrin, car même si je détenais maintenant la preuve de ce que j'avais toujours su, quelque chose de fondamental s'était brisé entre Antoine et moi. Le fait que j'ai eu besoin de ce test signifiait que notre mariage était déjà endommagé au-delà d'une simple réparation. La chose la plus intelligente aurait été de l'affronter immédiatement, de marcher dans son bureau, de claquer les papiers sur son bureau et d'exiger des excuses pour des mois de torture psychologique. Mais quelque chose de plus profond et de plus calculateur s'était emparé de moi ce jour-là. J'étais retourné au laboratoire Alpha Génome et j'avais demandé plusieurs copies sur papier à en-tête officielle, une documentation professionnelle et indéniable que personne ne pourrait remettre en question ou rejeter. Je les avais fait imprimer sur du papier épais, le genre utilisé pour les documents juridiques importants, et j'avais demandé des enveloppes scellées avec le tampon officiel du laboratoire. Une copie est allée dans notre coffre-fort, une autre dans un dossier avec nos documents financiers importants. Mais la troisième, celle que j'avais choisie pour un impact maximal, est allée dans une simple enveloppe blanche que j'avais cachée dans ma boîte à bijoux, sous les perles qu'Antoine m'avait offertes pour notre 2e anniversaire. Pendant des semaines, j'avais porté ce secret comme une arme que je n'étais pas prête à utiliser. Chaque fois qu'Antoine faisait un autre commentaire cinglant sur l'apparence de Georges, je touchais cette enveloppe à travers ma boîte à bijoux et je sentais une montée de puissance. Chaque fois que sa famille échangeait ses regards entendus lors des dîners, je me rappelais que je détenais la vérité pendant qu'ils se vautraient dans leurs vilaines suppositions. Le plus difficile avait été de regarder Antoine avec Georges,
de voir le doute là où il aurait dû y avoir un amour inconditionnel. Notre fils tendait les bras vers le visage de son père avec ses petites mains potelées, gazouillant joyeusement, complètement inconscient que l'homme qui le tenait remettait en question sa légitimité même. Mais j'avais attendu, patiente comme une chasseuse, le moment idéal pour révéler ce que je savais. Ce soir, avec les mots cruels de Marguerite résonnant encore dans notre salle à manger et la trahison d'Antoine fraîche et vive, ce moment était enfin arrivé. Maintenant, debout dans notre chambre avec cette enveloppe entre les mains, je pouvais sentir le poids de 3 mois de silence sur le point de voler en 1000 éclats. Le retour vers la salle à manger a ressemblé à une procession vers une exécution, sauf que ce n'était pas moi qui allais mourir. Mes pas étaient délibérément mesurés, chacun résonnant sur le parquet avec une finalité qui semblait annoncer que tout était sur le point de changer pour toujours. Ils étaient toujours assis exactement là où je les avais laissés, figés dans un tableau inconfortable de culpabilité et de curiosité. Patricia avait son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres, suspendu à mi-gorgée. Robert coupait son rôti avec une précision mécanique, espérant clairement éviter le contact visuel. Rebecca chuchotait quelque chose d'urgent à son mari, qui se contentait de secouer la tête et de se concentrer intensément sur son assiette. Et Antoine tripotait sa serviette, la pliant et la dépliant en carrés de plus en plus petits. L'énergie nerveuse qui émanait de lui était presque palpable, comme s'il sentait quelque chose de dangereux approcher mais ne pouvait pas tout à fait identifier la menace. Quand je suis apparu dans l'embrasure de la porte, l'enveloppe à la main, toute la pièce a semblé inhaler collectivement et retenir son souffle. Puisque nous partageons des secrets ce soir, ai-je dit, ma voix portant à travers la pièce avec une clarté cristalline, ouvre ça. J'ai placé l'enveloppe directement devant lui, mes doigts s'attardant un instant sur le papier blanc. Le contact était électrique, non romantique, mais chargé de 3 mois de puissance accumulée et de la promesse d'une révélation. L'expression arrogante d'Antoine, celle qui avait été si désinvoltement cruelle quelques minutes auparavant, a vacillé comme une bougie dans le vent. Il a levé les yeux vers moi et, pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une incertitude véritable dans ses yeux. Ce n'était pas la femme qu'il s'était habitué à rejeter, ce n'était pas la femme qui absorbait les moqueries de sa famille et ses commentaires suspects dans un silence de martyr. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui détenait des cartes qu'il ignorait même être en jeu. Qu'est-ce que c'est, Olivia? Sa voix avait perdu sa confiance antérieure, adoptant le ton prudent qu'il utilisait quand il n'était pas sûr d'être en difficulté. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement resté derrière sa chaise, assez près pour qu'il puisse sentir ma présence, assez loin pour qu'il doive tendre le cou pour voir mon visage. La dynamique du pouvoir avait tellement changé que tout le monde pouvait la sentir, même s'il ne comprenait pas encore pourquoi. Antoine a ramassé l'enveloppe avec des mains pas tout à fait stables. Il l'a retournée, l'examinant comme s'il cherchait des indices sur son contenu. Il n'y avait rien à voir, juste du papier blanc uni avec son nom écrit de ma main soigneuse. Ouvre-la, simplement, ai-je dit doucement, et quelque chose dans mon ton a même fait cesser Patricia de faire semblant de manger. Il a glissé son doigt sous le rabat, l'air décontracté, s'attendant probablement à une facture ou peut-être à un rappel de rendez-vous dont je l'avais harcelé. Ses mouvements étaient encore lents, encore empreints de l'arrogance qui lui avait permis de m'humilier quelques minutes plus tôt. Mais au moment, à l'instant précis où ses yeux ont trouvé l'entête en haut de la page, tout a changé. Laboratoire d'analyse de paternité par ADN était imprimé en lettres grasses et professionnelles en haut du document. En dessous, dans une police plus petite mais tout aussi officielle, se trouvaient les mots qui le entraient, résultat d'analyse de paternité concluant. J'ai regardé son visage se transformer comme si je regardais une vidéo en accéléré du vieillissement. La couleur a quitté ses joues si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée, puis s'est ouverte à nouveau, comme un poisson haletant. Il a lu le premier paragraphe, puis a recommencé depuis le début. Ses yeux se sont déplacés frénétiquement sur la page, cherchant une erreur, une échappatoire, un moyen pour que ce document dise autre chose que ce qu'il affirmait clairement. Ses doigts ont commencé à trembler réellement, comme s'il souffrait d'une maladie soudaine. Le papier a frémi tandis que ses mains tremblaient, et ce petit son a semblé anormalement fort dans le silence absolu qui était tombé sur la pièce. 20 ans d'assurance, de confiance facile, de cruauté désinvolte, tout cela s'est effondré dans l'espace d'un battement de cœur. C'était l'homme qui avait remis en question la légitimité de son propre fils pendant des mois, qui m'avait fait me sentir comme une menteuse dans ma propre maison, qui venait de me jeter sous les roues pour quelques rires faciles. Maintenant, il ne pouvait même plus former de mots. Le silence s'était tiré comme de la tire, devenant plus épais et plus suffocant à chaque seconde qui passait.
J'entendais la douce respiration de Georges à travers le babyphone, paisible et innocent à l'étage, tandis que le monde de son père s'effondrait en bas. Le tic-tac de l'horloge grand-père a soudainement semblé assourdissant. Même Marie avait cessé de bouger dans la cuisine, sentant probablement la tension à 3 pièces de distance. « Qu'est-ce que c'est, Antoine ?» La voix de Marguerite a fendu le silence comme un couteau. Elle se penchait en avant maintenant, son arrogance précédente remplacée par une curiosité de vautour. Elle a tendu le bras sur la table avec des doigts avides, essayant d'arracher le papier de la poigne paralysée de son frère. J'ai bougé plus vite que je n'aurais cru possible, m'avançant et plaçant fermement ma main sur le document avant qu'elle ne puisse le toucher. Ma paume a complètement couvert les résultats, mais je pouvais sentir le poids de la vérité sous mes doigts. « Laissez votre fils expliquer ce dont il m'accuse depuis des mois, » ai-je dit, ma voix portant un calme mortel qui a fait Patricia halter. Les mots ont plané dans l'air comme une malédiction. Tout le monde a compris maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement de ce qui était sur ce papier. Il s'agissait de moi, d'accusations cachées, de soupçons privés et de la destruction systématique de la confiance dans notre mariage. Antoine a essayé de parler, mais n'a réussi qu'un son étranglé qui aurait pu être le début de mon nom. Sa pomme d'Adam a tressailli alors qu'il déglutissait difficilement, puis il a réessayé, « Olivia, ce n'est pas... » Il s'est arrêté, réalisant apparemment que toute explication possible ne ferait qu'empirer les choses. J'ai attendu, les laissé se débattre, les ai laissés tous le regarder essayer de trouver des mots qui n'existaient pas pour ce qu'il avait fait. Rebecca s'est raclé la gorge nerveusement, « Peut-être devrions-nous » ? Non. Je n'ai pas élevé la voix, mais le seul mot a eu assez d'autorité pour la faire taire immédiatement. Nous ne devrions rien faire. Antoine devrait expliquer à tout le monde pourquoi il a ressenti le besoin de faire tester secrètement la paternité de son fils. Sauf qu'il ne l'a pas fait en secret, n'est-ce pas? Il a juste porté des accusations, il a juste semé le doute, il m'a juste fait sentir comme une criminelle dans ma propre maison. Robert a posé sa fourchette avec un soin délibéré, le son du métal contre la porcelaine aiguë est définitif. Antoine, de quoi parle-t-elle? Mais Antoine ne pouvait pas répondre. L'homme qui avait été si prompt à lancer des blagues cruelles et des commentaires suspects était maintenant muet, fixant la preuve de son propre comportement honteux pendant que sa famille le regardait s'effondrer. J'ai retiré ma main du papier, les laissant tous voir l'entête officielle, laissant le poids de la documentation professionnelle parler d'elle-même. Puis j'ai marché jusqu'à la chaise haute de Georges, où mon beau-fils jouait avec sa nourriture, complètement inconscient du drame adulte qui se déroulait autour de lui. Je l'ai soulevé doucement, embrassant son front tandis qu'il gazouillait joyeusement et tendait les bras vers mes boucles d'oreilles avec ses petits doigts parfaits. Il sentait le shampoing pour bébé et l'innocence, comme tout ce qui est pur et bon dans un monde que les adultes avaient rendu laid avec leur suspicion et leur cruauté. Quand je me suis retourné pour faire face à la table, Georges, comptant dans mes bras, mon silence était plus dévastateur que n'importe quelle accusation que j'aurais pu faire. Parce que parfois, la vérité n'a pas besoin de mots. Elle a juste besoin d'espace pour respirer. Le silence a volé en éclats comme du verre lorsqu'Antoine a enfin trouvé sa voix, bien que ce qui en a émergé était à peine reconnaissable comme l'homme confiant qui avait fait des blagues quelques minutes plus tôt. Olivia, chérie, c'était juste. Il a trébuché sur les mots comme un ivrogne essayant de monter des escaliers, son visage passant par des expressions de panique, de honte et de calcul désespéré. Tu dois comprendre, c'était juste des blagues de famille, nous plaisantions tous. J'ai doucement balancé Georges dans mes bras, sentant son poids chaud contre ma poitrine comme une armure. Mon fils a gargouillé joyeusement, tendant ses doigts potelés vers la lumière du lustre, heureusement inconscient que sa légitimité venait d'être prouvée au-delà de tout doute. Des blagues, ai-je répété, goûtant le mot comme quelque chose d'amer. C'est comme ça qu'on appelle des mois de remise en question de la paternité de votre fils? Des blagues. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés supplémentaires. Le verre de vin de Patricia a tremblé dans sa main, et j'ai vu la mâchoire de Robert travailler silencieusement alors que toutes les implications de ce que je venais de révéler commençaient à s'enfoncer. Les mains d'Antoine tremblaient encore alors qu'il posait les résultats ADN sur la table, mais il ne semblait pas pouvoir s'arrêter de les regarder, comme si le fait de les fixer pouvait d'une manière ou d'une autre changer ce qu'il disait. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie. Les gens parlent, ils commentent à quel point il a l'air différent, et je. Quels gens, les jeux coupés, ma voix assez tranchante pour couper l'acier. Votre sœur? Votre famille? Les mêmes personnes qui viennent de passer la soirée à me faire sentir comme une étrangère dans ma propre vie? Marguerite, qui avait été inhabituellement silencieuse depuis sa tentative ratée de s'emparer des papiers,
a soudainement retrouvé sa voix. On plaisantait, Olivia. Mon Dieu, tu dramatises toute cette histoire. Mais sa bravade était à présent mince comme du papier, et tout le monde pouvait l'entendre. La femme qui avait lancé cette réplique d'ouverture cruelle avec une telle confiance empoisonnée avait maintenant l'air d'essayer de se convaincre elle-même autant que les autres. Plaisanter, ai-je dit, et mon rire était complètement dénué d'humour. Vous avez fait une blague sur la légitimité de mon enfant devant toute la famille de son père, et quand mon mari, qui aurait dû nous défendre, a décidé d'en rajouter au lieu de ça, vous avez tous ri. C'est ça, votre idée de plaisanter ? Georges a choisi ce moment pour laisser échapper un cri de joie, battant des mains comme s'il applaudissait la performance. Le son était si innocent, si purement joyeux, qu'il rendait le comportement des adultes encore plus grotesque en comparaison. Mon calme les déconcertait clairement plus qu'une crise de cris ne l'aurait fait. Je pouvais le voir sur leur visage, la façon dont ils continuaient à se regarder, attendant que je craque, que je leur donne l'explosion émotionnelle qui leur permettrait de me renvoyer comme instable ou excessive. Au lieu de cela, je suis simplement resté là, tenant mon fils, laissant la vérité faire tout le gros du travail. C'est Robert qui a craqué le premier. Le père d'Antoine, un homme qui avait bâti une entreprise de construction prospère grâce à une pure fierté obstinée, et que je n'avais jamais entendu admettre qu'il avait tort sur quoi que ce soit, m'a regardé directement avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Je vous dois des excuses, Olivia. Sa voix était brusque mais sincère. Ce qui s'est passé ici ce soir était complètement inapproprié. Vous méritiez mieux de nous tous, surtout de mon fils. Les mots ont frappé la pièce comme un coup de tonnerre. La main de Patricia a volé à sa gorge, et j'ai vu des larmes se former dans ses yeux, de vraies larmes, pas le genre de larmes de crocodile qu'elle avait déployées lors de diverses réunions de famille lorsqu'elle voulait de la sympathie. Oh chérie, a-t-elle chuchoté, tendant le bras sur la table vers moi avec des doigts tremblants, je suis tellement désolée, nous n'aurions jamais dû. Antoine ne nous a jamais dit qu'il avait ses doutes, et nous n'aurions certainement jamais dû participer à cette affreuse blague. Même Rebecca, qui avait chuchoté et ricané derrière sa main quelques minutes plus tôt, avait l'air mortifiée. Elle continuait à regarder entre son assiette et mon visage, souhaitant clairement pouvoir disparaître complètement. Je pense que je devrais probablement appeler un Uber, a-t-elle marmonné à son mari, qui a acquiescé avec empressement. Mais ce fut la réaction de Marguerite qui me surprit le plus. La femme qui avait déclenché tout ce désordre, qui avait porté ce coup d'ouverture avec une telle cruauté calculée, me regardait maintenant avec quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Tu as planifié ça ?» a-t-elle dit soudainement, sa voix aiguë et accusatrice. « Tu savais exactement ce que tu faisais en apportant cette enveloppe ici. » J'ai déplacé Georges sur l'autre hanche et j'ai souri, vraiment souri, pour la première fois de la soirée. « Vous avez absolument raison. J'ai planifié ça. Tout comme vous avez planifié ce petit commentaire sur le fait que Georges ne ressemblait pas à son père. La différence, c'est que mon plan était basé sur la vérité. » Le visage de Marguerite est devenu rouge, puis pâle, puis rouge à nouveau. Elle a repoussé sa chaise de la table si violemment qu'elle a raclé le sol avec un son comme des ongles sur un tableau noir. C'est ridicule, je ne reste pas ici à écouter ça. Elle a attrapé son sac à main sur la table d'appoint, mais j'ai aperçu l'éclair d'embarras dans ses yeux avant qu'elle ne puisse le cacher derrière une indignation vertueuse. Personne ne vous force à rester, ai-je dit doucement. Mais avant de partir, vous devriez peut-être réfléchir à la raison pour laquelle vous avez ressenti le besoin de faire ce commentaire en premier lieu. Était-ce vraiment à propos de l'apparence de Georges, ou s'agissait-il de quelque chose de tout à fait différent? Elle s'est figée à mi-chemin de la porte, et un instant, j'ai pensé qu'elle allait réellement s'engager dans la question. Mais Marguerite n'avait jamais été du genre à l'introspection. « Vous êtes impossible » a-t-elle craché, et est sortie en claquant la porte, ses talons claquant avec colère sur le parquet jusqu'à ce que la porte d'entrée claque derrière elle. Le silence qui a suivi son départ était différent de la tension précédente. Plus lourd en quelque sorte, lesté par la réalité de ce qui venait de se passer. Antoine s'est raclé la gorge nerveusement. « Peut-être devrions-nous en parler en privé, Olivia, travailler là-dessus. » Non. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais voulu, mais je ne l'ai pas adouci. Les secrets méritent un public, Antoine, tout comme votre blague. Il a tressailli comme si je l'avais giflé, ce que, d'une certaine manière, je suppose que j'avais fait. Vous vouliez exprimer vos doutes sur la paternité de notre fils devant votre famille, ai-je continué, ma voix stable comme une pierre. Vous vouliez faire de moi la chute de votre petite blague cruelle devant des gens dont j'essayais de gagner le respect depuis 3 ans. Alors maintenant,
nous assumons les conséquences de la même manière, publiquement. La dynamique du pouvoir dans cette pièce avait tellement changé que je pouvais pratiquement la sentir dans l'air. Ces gens qui s'étaient moqués de moi, m'avaient rejeté, me traitant comme une sorte d'étrangère ou de fraude, ils me regardaient maintenant avec quelque chose qui ressemblait remarquablement à du respect. Et pour la première fois depuis que j'avais épousé cette famille, j'aimais vraiment ce qu'ils voyaient quand ils me regardaient. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une brume surréaliste de normalité forcée. Robert et Patricia ont fait des conversations gênées sur la météo, tandis que Rebecca et son mari se sont échappés le plus poliment possible, murmurant des excuses concernant des engagements tôt le matin. Marie a débarrassé les assiettes à peine touchées avec le genre de silence prudent qui en disait long sur ce qu'elle avait vu. Mais c'est plus tard cette nuit-là, après le départ du dernier invité et que George soit enfin endormi dans son berceau, que le véritable règlement de compte a commencé. Je me tenais dans notre chambre, regardant la valise que j'avais sortie du placard. Ce n'était pas un grand sac, juste le sac de voyage bleu marine que j'avais acheté pour les week-ends avant la naissance de George. Mais quelque chose dans le fait de le voir ouvert sur notre lit, attendant d'être rempli, me semblait monumental. Antoine est apparu dans l'embrasure de la porte comme un fantôme, son visage toujours pâle des révélations de la soirée. Il m'a regardé plier un pull avec une précision méthodique, chaque pli net et délibéré. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était à peine un murmure, comme si parler trop fort pouvait briser le morceau fragile que nous avions réussi à construire. « Je fais mes valises. » Je n'ai pas levé les yeux du tiroir de la commode, mes mains fermes alors que je sélectionnais des sous-vêtements et des vêtements de nuit. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Tu pars ? La panique dans sa voix était immédiate et à vif. Olivia, s'il te plaît, nous pouvons travailler là-dessus. Ce soir, c'était juste. Ce soir, tu as humilié publiquement la mère de ton enfant, ai-je dit, plaçant une paire de jeans dans la valise avec la même précision soignée que j'avais utilisée pour tout le reste. Ce soir, tu as remis en question la légitimité de ton fils devant toute ta famille au lieu de le défendre. Ce soir, tu as choisi le rire cruel plutôt que ma dignité. Il a fait un pas dans la pièce, les mains tendues comme s'il approchait un animal blessé. Je sais que j'ai foiré, je sais que je t'ai fait du mal, mais partir ne résoudra rien. Je me suis finalement tourné pour lui faire face, le regarder vraiment, et j'ai été frappé de voir à quel point il paraissait petit. Cet homme qui avait semblé si confiant, si sûr de lui quelques heures plus tôt, avait maintenant l'air d'un enfant pris dans un mensonge dont il ne pouvait se défaire par la parole. Je ne pars pas définitivement, ai-je dit, et j'ai vu le soulagement inonder ses traits. Mais je te montre que je le peux. La femme que tu as épousée, celle qui aurait pleuré jusqu'à s'endormir et fait semblant que cela n'était jamais arrivé, elle est partie, Antoine. La vérité de ces mots s'est installée entre nous comme une présence physique. Quelque chose de fondamental s'était déplacé dans cette salle à manger, et nous savions tous les deux qu'il n'y avait pas de retour possible à ce que nous étions auparavant. « Dis-moi ce dont tu as besoin », a-t-il dit, et il y avait un désespoir dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. « Dis-moi comment réparer ça. » J'ai fermé la valise et je me suis assise sur le bord de notre lit, étudiant son visage à la lumière de la lampe. Une thérapie de couple. Une vraie thérapie, pas juste quelques séances pour que tu puisses dire que nous avons essayé. Une transparence financière totale. Je veux avoir accès à chaque compte, chaque investissement, chaque décision. Et des excuses publiques à tous ceux qui t'ont entendu remettre en question la paternité de George. Il a acquiescé frénétiquement, acceptant avant même que j'aie fini de parler. Oui, absolument, tout ce dont tu as besoin, Olivia. Je suis tellement désolé, je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Mais sa capitulation immédiate, plutôt que de me rassurer, n'a fait que souligner à quel point il était désespéré de revenir au statu quo. Il ne s'agissait pas de comprendre ce qu'il avait fait de mal, il s'agissait de gestion des dommages. Tu as accepté très rapidement, ai-je observé, soulevant la valise du lit, presque comme si tu ne réfléchissais pas vraiment à ce que chacune de ces choses signifie. Je réfléchis, a-t-il protesté, mais ses yeux étaient fixés sur le sac dans mes mains. Je veux juste que nous allions bien à nouveau. Nous n'allons pas aller bien à nouveau, Antoine. Pas de la même manière. Je me suis dirigé vers la porte et il s'est écarté pour me laisser passer. Nous pourrions être quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Mais le mariage où je mendiais l'approbation de ta famille et avalais tes soupçons, c'est terminé. Au cours des 3 jours suivants, je suis resté chez ma sœur, dormant dans sa chambre d'amis pendant que Georges faisait la sieste dans un lit portable que nous avions installé près de la fenêtre. Antoine appelait toutes les quelques heures,
envoyait des fleurs, laissait des messages vocaux remplis de promesses et d'explications. Mais la distance m'avait donné quelque chose dont je n'avais pas réalisé qu'il me manquait, la clarté. Quand je suis rentré à la maison, je suis revenue différente, non seulement émotionnellement, mais aussi pratiquement. La première chose que j'ai faite a été de changer le mot de passe de notre compte courant commun, quelque chose que je n'avais jamais fait en 5 ans de mariage. Ensuite, j'ai appelé notre conseiller financier et j'ai demandé des copies de tous nos relevés, investissements et polices d'assurance. Tout va bien, Madame Dubois, a-t-il demandé, clairement confus par mon intérêt soudain pour des finances que j'avais auparavant entièrement laissées à Antoine. Tout va bien, l'ai-je assuré. Je prends simplement un rôle plus actif dans notre planification financière. C'était incroyable ce que j'ai découvert une fois que j'ai commencé à chercher. Antoine gérait notre argent de manière assez compétente, mais il prenait aussi des décisions importantes, sans me consulter, un compte de retraite dont j'ignorais l'existence, des choix d'investissement qui privilégiaient son entreprise plutôt que la sécurité de notre famille. Des petites choses, peut-être, mais elles brossaient le portrait d'un homme qui me voyait comme une passagère dans ma propre vie plutôt que comme une partenaire. Je ne l'ai pas confronté immédiatement à ces découvertes. Au lieu de cela, j'ai tranquillement commencé à transférer des documents importants vers un coffre-fort à mon nom seulement, acte de naissance, certificat de mariage, police d'assurance, tout ce qui pourrait être crucial si notre mariage ne survivait pas à ce que nous traversions. La découverte la plus surprenante est venue quand j'organisais nos dossiers ménagers, enfouis dans un dossier intitulé « Divers », se trouvaient 3 devis pour des services de test de paternité, tous datés de 2 mois après la naissance de Georges. Antoine avait fait des recherches sur les tests ADN presque depuis le début, mais n'avait jamais donné suite, jusqu'à ce que je le fasse pour lui. Je me suis assise dans notre bureau à domicile, fixant ces devis froissés, et j'ai senti la dernière pièce de mon ancienne moi se briser et tomber. La femme qui avait fait confiance aveuglément, qui avait supposé que l'amour de son mari signifiait qu'il croyait entièrement en elle, était vraiment partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus calculateur, mais aussi de plus honnête. Si Antoine pouvait remettre en question quelque chose d'aussi fondamental que la paternité de son fils, alors je devais tout remettre en question aussi, nos finances, notre avenir, notre compatibilité. Plus rien ne pouvait être pris à la légère. Ce soir-là, quand Antoine m'a trouvé en train de réorganiser nos papiers importants, il a essayé de prendre les choses à la légère. Un petit nettoyage de printemps un peu en avance cette année. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non pas mon protecteur ou mon partenaire, mais quelqu'un dont je devais me protéger. La réalisation était à la fois dévastatrice et libératrice. Quelque chose comme ça, ai-je dit, rangeant les relevés bancaires que j'avais examinés. Juste m'assurer que je comprends complètement notre situation. Pour la première fois de notre mariage, je me préparais à un avenir qui pourrait ne pas l'inclure, et étonnamment, cette possibilité ne me terrifiait pas comme elle l'aurait fait autrefois. Cela ressemblait à de la liberté. 2 mois plus tard, la première fête d'anniversaire de Georges est arrivée comme un test pour lequel je n'avais pas étudié. La maison était décorée de joyeux arrangements de ballons et d'une banderole qui disait « Joyeux premier anniversaire Georges » en couleur primaire vive. Mais sous l'atmosphère festive, la tension couvait comme de l'eau juste avant qu'elle ne bouille. J'avais passé des semaines à planifier chaque détail, non par perfectionnisme cette fois, mais parce que j'avais besoin que ce jour soit à propos de Georges, et non du drame familial qui l'avait précédé. La liste des invités comprenait nos voisins, mes amis de collège, les collègues d'Antoine et les membres de la famille élargie qui n'avaient pas été présents à ce dîner tristement célèbre. Mais ils savaient tous, les nouvelles voyagent vite dans les familles, surtout quand cela implique des tests ADN et une humiliation publique. Patricia est arrivée tôt, portant un énorme cadeau emballé et affichant le genre de sourire déterminé qui suggérait qu'elle l'avait pratiqué devant le miroir. Olivia, ma chérie, les décorations sont magnifiques, a-t-elle dit en m'embrassant la joue avec une chaleur théâtrale. Robert la suivait, serrant la main d'Antoine avec la formalité prudente des hommes qui essaient de faire comme si rien n'avait changé entre eux. Mais j'ai remarqué la façon dont ses yeux s'attardaient sur Georges, comme s'il voyait son petit-fils clairement pour la première fois. Ma sœur Sophie m'a aidé à arranger la table des plats, me chuchotant des informations sur qui était arrivé et qui était encore attendu. Elle vient, a-t-elle demandé, sans avoir besoin de préciser qui elle voulait dire. J'ai secoué la tête. Marguerite a envoyé ses regrets. C'était une façon diplomatique de le dire. Ce que Marguerite avait réellement envoyé, c'était un bref message texte 3 jours plus tôt, ne pourrait pas venir à la fête de Georges. J'espère qu'il passera une belle journée. Pas d'explication,
pas de tentative de réconciliation, juste un rejet froid enveloppé dans un langage poli. Honnêtement, son absence était un soulagement. La fête était déjà assez compliquée sans avoir à naviguer autour de la femme qui avait déclenché tout ce désordre. Alors que les invités filtraient dans notre jardin, j'ai regardé Antoine travailler la foule avec le genre d'énergie nerveuse qui suggérait qu'il s'était préparé à quelque chose toute la journée. Il continuait à me regarder, puis sa montre, puis de nouveau moi, comme s'il attendait un signal prédéterminé. Le moment est venu après que nous ayons chanté « Joyeux anniversaire » et que Georges ait joyeusement détruit son gâteau, mettant plus de glaçage sur son visage que dans sa bouche. La foule riait et prenait des photos quand Antoine s'est soudainement levé, se raclant la gorge avec le genre de geste théâtral qui exigeait l'attention. « Je voudrais dire quelque chose », a-t-il annoncé, et les conversations se sont progressivement tues jusqu'à ce que tous les yeux soient fixés sur lui. Mon estomac s'est serré. Nous avions discuté de ce moment lors d'une de nos séances de thérapie, mais le vivre en temps réel était surréel et profondément inconfortable. Tout d'abord, merci à tous d'être ici pour célébrer le premier anniversaire de notre fils, a commencé Antoine, sa voix portant à travers le jardin avec une stabilité surprenante. Georges est évidemment la star du spectacle d'aujourd'hui, et le voir entouré de tant d'amour signifie tout pour nous. Il a fait une pause, et j'ai vu sa pomme d'Adam tressaillir alors qu'il déglutissait difficilement. C'était le moment que nous avions construit, la responsabilité publique que j'avais exigée dans le cadre de la reconstruction de notre mariage. Mais je dois aussi aborder quelque chose que certains d'entre vous ont peut-être entendu, a-t-il poursuivi, et j'ai senti l'énergie de toute la fête changer. Les gens ont cessé de mâcher, ont cessé de siroter leur boisson, ont cessé de faire semblant de ne pas s'accrocher à chaque mot. Il y a quelques mois, j'ai fait des commentaires et j'ai eu des doutes sur la paternité de Georges qui étaient complètement infondés et incroyablement blessants pour ma femme. Sa voix s'est légèrement cassée sur le mot « infondé », mais il a continué. J'ai remis en question quelque chose qui n'aurait jamais dû être remis en question, et je l'ai fait d'une manière irrespectueuse et cruelle. Je pouvais voir des visages dans la foule traiter cette information, certains avec choc, d'autres avec le genre d'expressions entendues qui suggéraient que le moulin à ragots les avait déjà atteints. Olivia a fait faire un test de paternité pour prouver ce qu'elle n'aurait jamais dû avoir à prouver, que Georges est mon fils. 99,99% certain, au-delà de tout doute. Il m'a regardé directement alors, et j'ai vu un remords véritable dans ses yeux, pas seulement de l'anxiété de performance. Je suis désolé, Olivia. Je suis désolé d'avoir douté de toi, de t'avoir fait du mal, et de t'avoir fait sentir que tu devais te défendre contre des accusations qui n'auraient jamais dû être faites. Le silence qui a suivi a été profond et inconfortable. Notre voisine, Madame Dubois, avait l'air vraiment choquée. Mon amie Sarah regardait Antoine comme s'il avait poussé une deuxième tête. Même Georges semblait sentir la gravité du moment, assis tranquillement dans sa chaise haute avec des doigts couverts de glaçage. Cela aurait dû ressembler à de la justification, à de la justice, à la victoire que je cherchais inconsciemment depuis ce dîner horrible il y a 2 mois. Au lieu de cela, cela semblait profondément triste. Triste que nous ayons atteint ce point. Triste que la première fête d'anniversaire de mon fils soit devenue le lieu de la pénitence publique de son père. Triste que la preuve d'amour nécessite désormais une documentation de laboratoire et des excuses formelles prononcées devant un public de voisins et de parents. Les applaudissements qui ont suivi le discours d'Antoine ont été polis mais discrets, le genre de reconnaissance que l'on accorde à quelqu'un qui a avoué quelque chose d'embarrassant plutôt qu'à quelqu'un qui a fait quelque chose d'admirable. Alors que les conversations reprenaient progressivement et que la fête retrouvait quelque chose qui ressemblait à la normalité, je me suis retrouvé seul près de la table des desserts, regardant Georges rire tandis que mon père l'aidait à chasser les bulles de savon sur l'herbe. « Cela a dû être difficile pour vous deux », a dit une voix derrière moi. Je me suis retourné et j'ai trouvé le docteur Dupont, notre conseillère conjugale, que j'avais impulsivement invité la semaine précédente. Plus difficile que je ne l'espérais, ai-je admis. Je pensais que cela apporterait une conclusion, mais la plupart du temps, cela semble juste nécessaire mais insuffisant. Elle a suggéré doucement, c'était exactement ça. Les excuses étaient quelque chose qui devait arriver, mais elles ne pouvaient pas annuler des mois de dégâts ni restaurer une confiance qui avait été systématiquement érodée. C'était un premier pas, pas une solution finale. Au cours des semaines suivantes, l'absence de Marguerite de nos réunions de famille est devenue de plus en plus perceptible et de plus en plus bienvenue. Sans sa marque particulière de commentaires toxiques, les dîners chez Robert et Patricia étaient en fait agréables. Les conversations portaient sur des sujets familiaux normaux au lieu de critiques à peine voilées et de piques compétitives. J'avais reçu un message texte d'elle environ 1 mois après la fête,
pendant ce qui aurait été notre dîner familial dominical habituel, j'espère que tout le monde va bien. Georges me manque. J'avais fixé ce message pendant longtemps, le pouce planant au-dessus du bouton de réponse, envisageant diverses réponses allant du diplomatique au dévastateur. Au final, je l'avais simplement supprimé sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, devraient être autorisés à devenir cendres. La vérité était que son absence avait révélé à quel point une grande partie de mon stress familial était centrée sur la gestion de sa jalousie et de sa cruauté. Sans ce courant sous-jacent constant de compétition et de critique, je pouvais réellement apprécier passer du temps avec les parents d'Antoine, qui se sont avérés être des personnes honnêtes lorsqu'ils n'étaient pas influencés par le poison de leur fille. Mais le changement le plus significatif n'était pas dans nos dynamiques familiales. C'était en moi. J'avais cessé d'attendre une validation qui ne viendrait peut-être jamais, cessé de me rétrécir pour entrer dans des espaces qui n'étaient jamais conçus pour accueillir ma pleine présence, cessé de chercher l'approbation de personnes dont les opinions s'étaient avérées peu fiables et finalement sans importance pour mon bonheur. La femme qui avait désespérément voulu que Patricia l'appelle, fille, avec une chaleur sincère était partie, remplacée par quelqu'un qui savait que le respect comptait plus que l'affection, et que les limites étaient plus précieuses que l'appartenance. Georges grandirait en voyant sa mère comme quelqu'un qui s'était battu pour elle-même et pour lui quand cela comptait le plus. Il apprendrait que l'amour sans respect était incomplet, et que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'accepter un traitement qui diminue sa valeur. Cette enveloppe n'avait pas seulement contenu des résultats ADN. Elle avait contenu ma transformation d'une femme qui mendiait l'acceptation à une qui exigeait qu'elle soit méritée. Cette histoire de justification ultime vous a-t-elle absolument captivé? Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Olivia a calmement tendu cette enveloppe à Antoine à table, sachant que cela détruirait tout son monde. Quel a été votre moment préféré? Laissez un commentaire ci-dessous.